Donc, en guise d'introduction, nous nous proposons dans cette intervention organisée en deux parties de partager quelques-unes de nos réflexions sur la formation des psychologues cliniciens en Algérie. Notre position d'enseignants universitaires et de praticiens nous donne l'avantage de mieux cerner certains aspects de cette formation dans son parcours universitaire et post-universitaire. Dans la première partie, nous comparons quelques critères et normes universitaires algériens d'accès au titre de psychologue clinicien avec ceux d'autres pays maghrébins et occidentaux. Dans la deuxième partie, nous évoquons à la lumière de situations issues de notre pratique clinique quelques obstacles qui peuvent empêcher le psychologue de consolider sa formation et les dangers inhérents au manque de formation. Enfin, nous proposons quelques pistes qui permettraient d'améliorer la qualité de formation des psychologues cliniciens. J'attends toujours ma diapo. Je vais essayer avec un autre flash disk. Parce qu'il y a des tableaux, donc... Donc, nous avons un tableau comparatif. Il compare le statut du psychologue en Algérie avec d'autres pays occidentaux, comme la France, des pays d'Amérique, l'Amérique du Nord, comme le Canada, et notre voisin, un pays maghrébin, la Tunisie. Donc, de cette comparaison des différents statuts de psychologues dans ces quatre pays, on conclut qu'en Algérie, on peut donc exercer le métier de psychologue clinicien avec une licence de psychologie clinique, seulement une licence de psychologie, un bac+3. En France, on peut exercer le métier de psychologue clinicien avec un master 2 en psychologie clinique, c'est-à-dire un bac+5, avec obligation de s'inscrire au répertoire ADELI, qui est un répertoire national qui recense les professionnels de santé réglementés. L'entrée en M1 et en M2 n'est pas automatique pour les étudiants. L'accès aux différents parcours de master en psychologie est sélectif. Il se fait sur dossier, puis un entretien avec le candidat. Avec le candidat devant une commission de professeurs et de praticiens. Donc, la diapo, voilà, exactement. On va pouvoir voir les tableaux de comparaison. Là-bas. Non, je préfère ici pour suivre. D'accord. Donc, on va sauter. Derrière. Voilà. Non, ce n'est pas cette diapo. Il s'agit d'un autre colloque. Ça s'appelle présentation, communication de Bijaya. Voilà, c'est celle-là. Donc, on y est. Voilà. Voilà donc la comparaison entre le statut de psychologue en Algérie, en France, en Tunisie et en Canada. En Algérie, on peut donc exercer le métier de psychologue et clinicien avec une licence de psychologie clinique, bac+3. En France, on peut donc exercer le métier de psychologue clinicien avec un master 2 en psychologie clinique, un master professionnel, avec obligation de s'inscrire au répertoire ADELI, qui est un répertoire national qui recense les professionnels de santé réglementés. L'entrée en M1 et en M2 n'est pas automatique pour les étudiants. L'accès aux différents parcours de master en psychologie est sélectif. Il se fait sur dossier, puis un entretien avec le candidat devant une commission de professeurs et de praticiens. En Tunisie, l'exercice de la profession est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme national d'études spécialisées en psychologie appliquée, c'est-à-dire un master 2, et l'accomplissement d'au moins de 2 années d'exercice de la profession auprès d'un établissement spécialisé en psychologie clinique
clinique, et ce pour les psychologues cliniciens, avec une autorisation d'exercice de la profession de psychologue de libre pratique par une commission nationale. Une sélection des candidats en master est présente. On a au Canada, il faut un doctorat en psychologie pour être psychologue, avec une obligation de s'inscrire auprès de l'Ordre des psychologues du Québec. L'accès est sélectif, il est nécessaire également de compléter un baccalauréat en psychologie. Donc, pour les matières, voilà. Donc, pour les matières d'enseignement, nous avons quelques matières d'enseignement. Notre collègue, Monsieur Laoudj, a rebondi dessus tout à l'heure. On a quand même en Algérie, il semblerait que le but de l'offre de formation est de former des psychologues cliniciens généralistes pouvant exercer auprès des personnes qui présentent des troubles psychopathologiques ou somatiques. En France, la formation, elle vise à former des praticiens-chercheurs qui soient des intervenants assurés, des intervenants pour assurer des méthodes d'accompagnement psychologique les plus actuelles. En Tunisie, il s'agit d'une formation de psychologue praticien spécialisé en psychologie clinique. Et au Canada, le doctorat en psychologie est un programme qui vise à former des psychologues capables de développer une pratique professionnelle compétente et responsable. Donc, la durée de stage. En Algérie, on a un nombre d'heures de stage de 45 heures pour le diplôme de licence, avec 3 heures par semaine pour le diplôme de master. On a le nombre d'heures de stage en France, c'est 500 heures minimum entre le M1 et le M2. Et on a en Tunisie 6 mois qui sont requis pour avoir le diplôme de master. Et on a au Canada le nombre d'heures de stage. Il faut 1600 heures minimum de stage pour avoir son diplôme et exercer. Le code de déontologie, on a en Algérie une absence d'un code de déontologie propre aux psychologues en Algérie. Nous sommes un pays sans ordre professionnel pour les psychologues. En France, on a 2 codes de déontologie, donc le dernier date de 2012. Ils n'ont pas d'ordre des psychologues, mais une proposition de loi a été émise dans ce sens. En Tunisie, on a bien sûr différents décrets qui régissent le métier de psychologue clinicien. En Canada, on a un code de déontologie professionnelle des psychologues avec une présence d'un ordre des psychologues. Donc, la deuxième partie, la formation de psychologue, quelques enseignements tirés du terrain. Elles engagent moi-même, le docteur Binamsili et mon collègue, le docteur Felgani. Le psychologue clinicien débutant qui vient de s'engager dans la vie professionnelle va sans doute rapidement se rendre compte de la nécessité de compléter sa formation universitaire par la poursuite d'autres formations extra-universitaires, mais aussi par la possibilité d'effectuer des stages pratiques supplémentaires. Même avec la maturité et l'expérience, le psychologue est appelé à poursuivre des formations continues, s'actualiser, se mettre à jour. Aujourd'hui, grâce à l'évolution technologique et numérique, le psychologue a plus de facilité d'accès à des sources et des ressources lui permettant d'optimiser sa formation. Or, nous constatons qu'un certain nombre d'obstacles peuvent freiner le progrès que tout psychologue peut réaliser dans son parcours professionnel. Le terrain nous enseigne que certains de ces obstacles sont inhérents au psychologue lui-même et ils peuvent se présenter sous plusieurs formes, comme l'ignorance, la méconnaissance, la négligence et le sentiment d'autosuffisance. D'autres sont indépendants des psychologues, comme le manque d'organismes qui régissent notre profession et le manque d'instituts de formation. Nous nous intéressons dans le cadre de cette communication au premier type d'obstacles. Donc, nous avons posé aux obstacles inhérents aux psychologues à partir de certaines transgressions, certains dérapages qui sont constatés sur le terrain. Malheureusement, certaines de ces transgressions peuvent nuire aux patients et donnent une mauvaise image du psychologue. Comme nous allons le voir, ces dérapages peuvent intervenir à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau de l'intégrité, de l'identité du psychologue. Deuxièmement, au niveau de l'orientation, de l'évaluation et de l'examen psychologique. Troisièmement, au niveau de la prise en charge et de la psychothérapie. L'identité du psychologue. Le psychologue est le premier garant de son identité professionnelle. Quand il ignore les principes éthiques et déontologiques qui régissent sa profession, et s'il manque de formation, cela peut mener à des dérapages qui nuisent à son identité même de psychologue. Nous mentionnons ici 2 dérapages qui sont fréquents. Le premier, les psychologues, quand ils sont recrutés dans certains services, comme le service de cancérologie par exemple, leur fonction est pervertie. Ils sont transformés en agents effectuant des tâches administratives. Le deuxième, des psychologues pratiquant des activités de soutien scolaire ont été recensés avec des enfants qui ont besoin d'une prise en charge psychologique.
Donc, ils font du soutien scolaire dans leur bureau de consultation. Au niveau de l'orientation, de l'évaluation et de l'examen psychologique, au niveau de l'orientation, il est possible d'envisager le premier niveau d'intervention de psychologue clinicien comme une intervention d'orientation et de conseil. Cette intervention se fait souvent en une seule séance et elle n'implique ni un travail d'évaluation ni un projet de prise en charge. Donc, le psychologue ne doit pas retenir les enfants en consultation si ils n'ont pas besoin de consultation psychologique. Certains enfants qui viennent en consultation n'ont pas besoin de nous. Il s'agit seulement de rassurer le parent et de rassurer l'enfant quant à certains soupçons de retard de développement cognitif ou bien un retard dans sa scolarité. On a l'évaluation diagnostique. L'apport du psychologue est d'une importance capitale à ce niveau. Il s'agit d'une clairvoyance que le psychologue va acquérir grâce à sa formation et à son expérience clinique, et qui va lui permettre de nuancer des diagnostics au-delà de la sémiologie. Effectuer une bonne évaluation diagnostique est une étape décisive qui va déterminer le projet thérapeutique adéquat à proposer à certains patients. Donc, on a l'utilisation des tests. Généralement, c'est le psychologue clinicien qui fait la passation des tests psychologiques. L'utilisation des tests psychologiques est la spécialité du psychologue, mais malheureusement, nous constatons sur le terrain que très peu de psychologues sont formés aux tests. Cela retarde le service qu'on peut assurer en fonction de la demande et peut constituer un frein au bon déroulement du travail de tous les psychologues qui sont censés savoir lire, comprendre et exploiter les données d'un examen psychologique, même s'ils ne le pratiquent pas. Dans certaines institutions d'État, les psychologues disposent de plusieurs batteries de tests, mais ils ne les utilisent pas parce qu'ils manquent de formation. Certains psychologues n'ont pas actualisé leur connaissance des tests en fonction des nouvelles approches. Donc, la prise en charge et la psychothérapie, nous pouvons partir du principe que l'écoute et le soutien psychologique constituent la plateforme sur laquelle tout psychologue fonde sa prise en charge du patient. Beaucoup de psychologues qui ont pratiqué la prise en charge psychologique dans ce sens pendant plusieurs années peuvent croire que cela est suffisant pour aider les patients. Or, cette forme plutôt classique maintenant de pratiquer la psychothérapie, si elle peut soulager le patient de sa souffrance et l'aider à la comprendre dans certains de ses aspects, elle n'est pas forcément suffisante pour l'aider à régler ses problèmes. Elle peut être suffisante seulement pour quelques patients. Notre collègue a parlé de la psychothérapie de soutien. Elle n'est pas suffisante concernant tous les patients qu'on reçoit en consultation. Aujourd'hui, le psychologue ne peut se contenter de sa position de témoin de la souffrance, mais il est appelé à mettre en efficacité son expertise, savoir et le savoir-faire au service de son patient pour traiter ses troubles et l'aider à résoudre ses problèmes. Dans ce cas, le psychologue est appelé à suivre les recommandations internationales pour la prise en charge psychologique de ces troubles. Mon collègue, le docteur Laouch, a parlé de la nécessité de s'actualiser, d'être à jour et d'arrêter certaines choses qui relèvent du dépassé. Ces recommandations indiquent les thérapies qui ont fait leur preuve pour la prise en charge des troubles psychologiques. En effet, la psychothérapie des troubles psychologiques exige la formation des psychologues experts dans ce domaine. J'ai quelques vignettes cliniques à vous proposer. Elles sont tirées de mes consultations cliniques ou bien des consultations de mon collègue, le docteur Falgani. Donc, on a la première vignette, le trauma sexuel versus le symptôme psychotique. Il s'agit donc d'un adolescent orienté par son psychiatre traitant pour une évaluation psychologique à visée de diagnostic. Amin est un adolescent de 17 ans qui suit pendant plusieurs semaines une médication pour des symptômes d'allure psychotique avec un TOC sévère, mais sans amélioration. Voici la conclusion de son évaluation psychologique. Amin ne semble pas présenter un trouble mental s'inscrivant dans le registre dit psychotique. Les troubles qu'il manifeste d'après l'évaluation psychologique semblent appartenir à deux catégories. Amin souffre d'un trouble lié à des traumatismes, donc c'est un traumatisme de nature sexuelle, et le trouble obsessionnel compulsif. Sur le plan thérapeutique, il nous semble important d'envisager la prise en charge dans le cadre d'une psychothérapie axée sur le traitement de son traumatisme. Toutefois, nous sommes ouverts à une médication. Deuxièmement, le syndrome d'Asperger versus symptômes psychotiques négatifs. Le DSM-5, c'est juste à titre de précision, ne parle plus de syndrome d'Asperger, mais il parle du spectre de l'autisme. Il s'agit pour le syndrome d'Asperger d'un autisme de premier degré, très léger. C'est une forme légère d'autisme.
sans déficience intellectuelle. Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme sous ou mal diagnostiquée en Algérie, comme cet adolescent de 13 ans qui est suivi pendant plusieurs années par des psychiatres et des psychologues, mais sans qu'un diagnostic psychiatrique ou psychologique ne soit clairement posé par ces derniers. En effet, pendant longtemps, on a confondu certaines de ces caractéristiques autistiques avec des symptômes psychotiques négatifs, comme l'isolement et une inhibition sociale massive. Donc, dans ces vignettes, on vous montre l'importance d'un bilan psychologique, l'importance d'un examen psychologique qui est fait généralement par un psychologue clinicien, qui est censé maîtriser la passation des tests psychologiques et leur interprétation. Donc, une troisième vignette, un haut potentiel intellectuel, un HPI, versus symptômes psychotiques. C'est une adolescente de 17 ans qui présente un haut potentiel intellectuel qui se caractérise par une effervescence intellectuelle fulgurante. Un haut potentiel, d'après l'OMS, il faut que le quotient intellectuel dépasse 130. Ou bien soit l'équivalent de 130. C'est parce qu'elle peut tenir un discours abstrait et philosophique portant sur des questionnements existentiels, comme l'existence de Dieu, le clinicien non averti, non formé, peut confondre son discours avec le discours désorganisé faisant partie des symptômes psychotiques. Donc, la psychologue qui la recevait en consultation lui a dit cette phrase « Ittaqi moulek ». Qu'est-ce qu'elle peut faire avec cette phrase? Donc, la formation en TCC, mon collègue et moi, on tient à préciser que c'est une formation sérieuse. Il faut suivre 320 heures d'enseignement étalées sur 2 années. Elle exige aussi plusieurs heures de supervision. Donc, une bonne formation permet aux psychologues cliniciens de mieux servir les patients et de limiter les risques de leur nuire. Donc, en guise de conclusion, on va dire que malgré l'effort consenti par les pouvoirs publics dans le domaine de l'enseignement et de l'exercice du métier de psychologue clinicien, beaucoup de carences sont à déplorer. La formation universitaire et post-universitaire du psychologue clinicien algérien est à encourager pour évoluer dans le sens des normes internationales. Au niveau universitaire, nous avons encore beaucoup de progrès à réaliser. Avec les temps qui passent, des réformes deviennent une règle, mais pas une exception. Mais chaque réforme doit se faire avec un bon sens et elle doit s'accompagner des moyens pour l'appliquer. Le psychologue est à encourager pour veiller sur l'intégrité de sa profession et la qualité de sa formation. Nous recommandons donc 2 choses. D'abord, le psychologue doit se montrer exigeant vis-à-vis de sa formation. Ainsi, le psychologue lui-même est le premier responsable de sa formation. Il doit s'informer sur l'état de l'avancement de la science dans sa discipline et se montrer exigeant quant à la qualité de sa formation. En deuxième lieu, il doit combattre tout obstacle à sa formation, comme l'ignorance, la méconnaissance, la négligence et le sentiment d'autosuffisance, sont quelques exemples d'obstacles parmi d'autres. Donc, ainsi, nous terminons notre communication. Nous vous remercions pour votre écoute. Voilà, je rends la parole.